messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel ainsi que la dénonciation par les gouvernements de transition du Niger et du Mali de deux conventions signées avec la France en matière de coopération fiscale. Ensuite, zoom sur les assises de la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU, COP28, qui se déroule du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Enfin, nous parlerons des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre qui se tiennent dans tout le monde entier du 25 novembre au 10 décembre 2023. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse. Le samedi 2 décembre 2023, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel. C'est ce qu'ont indiqué les deux pays dans un communiqué conjoint relayé par la presse. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre d'ailleurs, indiquent les deux pays. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. En mai 2022, le Mali avait déjà quitté le G5 Sahel, invoquant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Alors je commence par vous, Memouna Diado. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités de transition du Niger et du Burkina? Merci Nafisa. Cette décision, moi, je la trouve salutaire. Ici même, je me rappelle, j'avais évoqué la situation du G5 Sahel où je me disais que le G5 Sahel devrait même disparaître depuis. Parce que je ne vois pas son efficacité, je ne vois pas en tout cas son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Sur le terrain, ce n'était pas visible également? Sur le terrain. Donc, parce que tout simplement, quand on regarde sa présence ou non sa présence, en fait, sa présence n'a rien arrangé du côté donc de la zone des trois frontières. Alors qu'elle avait pour mission de lutter contre le terrorisme dans cette effectivement. Zone. Et quand vous regardez, dès que le Mali s'est retiré, je me suis dit, dans ce cas, ça va rester 4 pays. Et dans les 4 pays, les deux aujourd'hui se retirent, la Mauritanie ça reste et le la Tchad. Mauritanie et le Tchad. Bon, le Tchad, on peut comprendre que le Tchad avait envoyé un contingent au niveau donc du Mali pour pouvoir participer à ramener la sécurité donc au niveau donc du Mali. Mais ce qu'on voit moins, c'est surtout la Mauritanie. Oui. C'est la Mauritanie qu'on ne sent pas sa présence, ni sa présence physique, ni sa présence morale, ni même évoquer cette situation de crise d'insécurité au Sahel. On n'entend pas la Mauritanie dedans. Donc, moi, je Ils ont pense d'ailleurs que... communiqué avoir pris acte du retrait du Niger et du la Mauritanie Burkina Faso. ne peut que prendre acte, puisque ça ne reste que le Tchad et la Mauritanie. Et maintenant, on ne parle plus de G5, on va parler plutôt de G2. Et je pense que vraiment, c'est salutaire. Et les 3 présidents ont bien réfléchi. Et maintenant, c'est de renforcer l'AES. Justement. Oui, c'est de renforcer l'AES. Il ne faut pas donner la possibilité à des gens, en tout cas, de faire une comparaison entre l'AES et le G5 Sahel. Je pense que l'AES, aujourd'hui, avec les 3 présidents sont des militaires. Je pense que ça pourrait peut-être changer la donne et ça peut influencer également d'autres pays, pourquoi pas, à rejoindre aussi l'AES. D'autres pays comme les pays voisins.
Même si Memoun estime qu'il ne faudrait pas faire une comparaison entre le G5 Sahel et cette alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est créée par ces 3 pays pour lutter contre le terrorisme sur toutes ses formes et à combattre la criminalité organisée dans cette région cruciale. Alors vous, Arimi, pensez-vous vraiment que l'AES sera à la hauteur au lendemain de cette sortie, de ce retrait de ces 3 pays du G5 Sahel? Bon, le G5 Sahel, d'abord, il faut dire que c'est fini pratiquement. Oui. C'est pour fini ces 3 parce pays. que c'est les 2 pays situés à l'extrême est et ouest qui restent. C'est les pays qui sont, je dirais, les moins concernés, même par le problème d'insécurité. Certes, le Tchad est un tout petit peu touché par Boko Haram, mais la Mauritanie, ils ont la réputation d'ailleurs de n'être pas être agressés du tout. Comme l'a dit. Voilà, et donc ce qui fait que du coup le G5 Sahel tombe. Parce que dans tous les cas, on sait comment cette structure, cette organisation a été mise en place, n'est-ce pas? C'était avec vraiment un renfort médiatique de l'ancien colonisateur, n'est-ce pas? D'ailleurs, des 5 pays qui constituaient le G5 Sahel. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ils en ont mis un peu dans la cagnotte, mais personne ne les a suivis. Et d'aucuns avaient même estimé que le grand voisin du Nord, l'Algérie, n'était pas très d'accord avec cette force-là. Et bon, voilà, c'est arrivé à sa fin. Maintenant, ce n'est pas dans le même contexte que l'AES est mise en place. Là, c'est les 3 pays qui sont venus d'eux-mêmes, qui se sont concertés, qui sont réunis aujourd'hui par une comment on appelle, unité de destin, et qui ont accepté de mettre. Et ça ne concerne pas a priori que la sécurité. Oui, la sécurité, c'est ce qui a entraîné toute cette situation qu'on connaît, y compris d'ailleurs les coups d'État. Chacun des groupes qui ont pris le pouvoir dans les 3 pays, chacun a mis aussi entre autres vraiment facteurs ayant favorisé les coups d'État, notamment comment est-ce que la sécurité est gérée dans leur pays. Mais aujourd'hui, les défis se posent à cette alliance pour vraiment faire face à toute cette insécurité qui prévaut dans cette zone. Oui, justement, c'est pour faire face à ça. Et après avoir vraiment fait l'expérience aujourd'hui, ce n'est pas dans le même contexte que le G5 Sahel. Là, certainement que les instigateurs ont vu venir toutes ces choses-là et ont peut-être voulu couper l'herbe sous les pieds des gens. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui est voulu, ne serait-ce que par les responsables aujourd'hui qui dirigent ces pays-là, c'est vraiment l'Alliance. Et l'Alliance, je crois que même dans sa mise en place, dans les facteurs qui ont conduit à sa création, est différente quand même du G5 Sahel. D'abord, c'est 3 pays, n'est-ce pas? Et 3 pays qui partagent vraiment des zones précises et qui sont foncièrement affectés d'ailleurs, c'est par le même problème, par le même problème, occupé par le même peuple, on en a parlé tellement. Donc c'est un peu différent. Mais aussi ils veulent aller au-delà, au vu des débats qui se fait sur la facilité de la circulation, sur une alliance économique, sur la monnaie, donc il y a plein de choses qui se disent, même si, à mon avis, on doit être très serein. Déjà, on fait face à une structure qui a échoué. Tout n'est pas de créer une structure, c'est vraiment de la faire vivre. Déjà, une structure comme la CEDEAO, je ne dirais pas jusqu'à dire que ça bat de l'aile, mais à d'énormes difficultés. Aujourd'hui, de la même manière, l'Alliance même menacerait quelque part la structure qui est là aussi et depuis longtemps, l'UEMOA. Donc c'est des choses, il ne faut pas que ça soit une alliance, parce que là, il y a un contexte qui met les dirigeants des 3 pays ensemble. Est-ce que les choses, quand ça évolue, ça sera le même engouement? Est-ce que les gens vont continuer? Est-ce que ça survivra?
On espère à la fin vraiment très prochaine, on espère de l'insécurité. Alors vous, Hussein Issa, est-ce que vous pensez que comme Arimi pour le G5 Sahel, c'est un avenir incertain et que vraiment le Niger, le Mali et le Burkina ont tous leurs raisons d'avoir quitté cette institution? Mais quand on regarde un peu le G5 Sahel, quand on regarde comment le G5 Sahel a été piloté depuis sa création, quand on scrute qui était derrière le G5 Sahel, notamment la France, qui dictait comment les choses doivent se passer au sein de ce G5 Sahel-là. Quand on voit les manipulations et tout, par rapport à comment vais-je dire, à ce qui s'est produit dans les 3 pays, c'est-à-dire des renversements de régime par l'armée, le Mali s'est retiré le premier. Le Mali, c'est l'épicentre même de la crise. En 2022, oui. Parce que tout simplement, on a dit on ne va pas remettre au Mali la présence tournante. À l'occasion du sommet qui s'était tenu à N'Djamena, on a dit parce que le Mali est un pays, comment vais-je dire, le Niger, le Burkina et le Niger se sont retrouvés dans la même situation. Déjà, avec le retrait du Mali, l'organisation est fragilisée. On ne peut pas combattre le djihadisme tant qu'on ne le fait pas ensemble avec le Mali, avec le Burkina. C'est les 3 pays les plus concernés par les attaques. C'est les 3 pays qui partagent le Liptako-Gourma, n'est-ce pas? Le Tchad et la Mauritanie, du reste, n'a jamais été confronté à des attaques pendant pratiquement, ça fait que et vous voyez un peu l'aberration de cette organisation. On allait mettre le siège même de l'organisation en Mauritanie, en Nouakchott. Il y a une aberration. Là où il n'y a pas de conflit, c'est là-bas on amène le siège. Maintenant, moi je crois fermement, et je crois pourquoi. Parce qu'on a vu un peu comment les chefs d'État, les 5 pays se sont déployés pour mobiliser les ressources. C'est un peu moins de 400 millions d'euros pour faire financer la force conjointe composée de 5 000 hommes. Ils ont fait des pieds et des mains. Ils n'ont pas pu mobiliser. En tout cas, la communauté internationale n'a pas pu apporter ce soutien nécessaire. On avait demandé à chaque pays d'amener 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Chaque pays était engagé à verser les 10 millions. Mais en dehors de la France qui avait donné quelques véhicules pour le fonctionnement, et l'Union européenne qui avait annoncé à l'époque qu'elle allait donner 50 millions d'euros, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, vous pensez que l'AES pourrait pleinement jouer ce rôle de lutte contre le terrorisme, oui. Et les moyens sont disponibles, les moyens, logistiques. On va se donner les moyens. Oui. Et on s'est déjà donné les moyens. Aujourd'hui, dans le cadre de cette lutte, quelque part, je peux considérer que nous sommes même le maillon faible. En matière d'armement, à partir du moment où le Mali a décidé que la France s'en aille, le Mali a doté, a renforcé les capacités et les preuves sont là. Kidal qui était resté là, une espèce d'enclave, l'armée malienne a repris Kidal pour carrément créer les conditions de l'entité malienne, n'est-ce pas? Sans les Français, sans les forces des Nations Unies. Ça veut dire que la force malienne aujourd'hui n'a rien à envier. Les Burkinabés, c'est la même chose. Alors qu'à l'époque, on avait une armée beaucoup plus solide que ces armées-là. Aujourd'hui, ils ont des drones, ils ont des avions de chasse, ils ont tout. Ils sont autonomes. Et sur le terrain, c'est visible avec les récentes attaques. Oui, Alors, ils se sont mis ensemble, ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de financement. Moi, je dis une chose, Nafisa, que les gens comprennent. On a nos ressources. Le Mali, c'est un grand producteur d'or. Le Burkina, c'est un grand producteur. On peut créer les conditions pour que ça puisse vivre de manière autonome sans l'aide de quelqu'un. Il y a lieu donc pour ces 3 pays de renforcer davantage leur coopération. Mais il faut voir l'activisme. Depuis qu'on a créé l'AES là, il faut voir l'activisme. Les réflexions vont dans tous les sens. On va faire notre monnaie, on va se retirer, on va faire ceci, on va faire ça. Est-ce qu'ils sont couchés? Et c'est pas quelqu'un qui dit l'agenda des réunions. C'est les chefs d'État et c'est les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et des économies de ces différents pays qui disent, voilà, qui se réunissent régulièrement. Et c'est ça le plus important parce qu'on sent qu'il y a une volonté derrière comment on veut dire. Parce il n'y a rien qui a suivi. C'était un instrument entre les mains de la France, le G5 Sahel. Et aujourd'hui, ils ont fait, le Tchad et la Mauritanie, du reste, ont fait un communiqué pour constater que le G5 Sahel a disparu. Parce qu'on dit que dès que 3 pays s'en vont,
L'organisation cesse de fait d'exister. Alors, une autre décision, c'est celle des gouvernements de transition du Niger et du Mali qui, dans un communiqué conjoint publié le 5 décembre, ont annoncé avoir procédé à la dénonciation de 2 conventions signées avec la France en matière de coopération fiscale. Les autorités des 2 pays justifient cette décision, je cite, par l'attitude hostile persistante de la France contre les intérêts des 2 États ainsi qu'à leur caractère déséquilibré qui engendre un important manque à gagner au Niger et au Mali. Rappelons qu'en juillet dernier, le Burkina Faso avait déjà mis aussi fin à la convention fiscale de non-double imposition qui le lie à l'ancienne puissance coloniale. Je reste toujours avec vous, Ousseini. Que comprendre d'ailleurs à travers cette convention fiscale de double imposition? Ça montre qu'on est dans une dynamique. Il faut dénoncer tout ce qui nous lie à l'ancienne puissance colonisatrice. Oui, pour le simple citoyen, pour comprendre cette double imposition, qu'est-ce que cela impliquait? Ça dit que les sociétés françaises qui sont implantées dans nos pays, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas des impôts ici, ils payent ailleurs, n'est-ce pas? Dans leur pays d'origine. En France, les sociétés françaises et tout, ils ne payent pas chez nous. Alors qu'ils exercent ici, ils ont leur activité dans le pays. Il y a combien de sociétés nigériennes qui sont implantées pour gagner des marchés en France? Combien de sociétés burkinabées qui sont implantées, qui gagnent des marchés? Quelle société malienne est implantée et fait des bénéfices? Et c'est quand vous faites la comparaison, il y a Satom qui gagne des gros marchés pour la construction des routes. Il y a Bolloré qui est venu, qui gagne beaucoup de choses. Qu'on dise, et on leur fait même des facilités en matière, comme avait dit le régime, c'est des investissements et tout et tout. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent que nous perdons. Et c'est une convention qui datait des années 70. Mais à partir du moment où la France se montre hostile vis-à-vis de nous, mais bien évidemment, il faut qu'on rétablisse. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Maintenant, ces sociétés-là, ces sociétés comme Satom, les gros marchés de construction de routes et autres, là, le plus souvent, c'est Satom. C'est des sociétés françaises qui gagnent ça. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une convention où quand il y a des marchés, prioritairement, c'est les sociétés françaises qui doivent être privilégiées dans des conventions, dans le pacte colonial qui a été signé à partir de 62 ou 61 après les indépendances. Alors, ce n'est que de bonne guerre que nous disions que nous n'avons plus besoin de toutes ces choses-là. Retournez chez vous. Si vous voulez travailler, vous allez payer les impôts. Il y a plus, mais alors, parce que c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est pas. Alors que nous, mais comment comprendre que ces genres de conventions soient signées même dans le temps, à l'époque? Mais à l'époque, on a eu les indépendances et difficilement même. Parce qu'il y a des chefs d'État qui se sont opposés, les leaders qui s'étaient opposés. Oui. La forme d'indépendance, là, comme Sékou Touré, il avait dit non. Moi, je préfère, y compris par rapport à la monnaie. Mais comment comprendre? On est venu, on a trouvé qu'il y a une situation où on va se retrouver un peu, mais ce n'était pas des indépendances en vérité. C'était juste lâcher un peu du lest pour nous permettre un peu de souffler, mais ils étaient derrière pour contrôler tout ce qu'on faisait dans nos pays. Ils étaient derrière pour décider de comment nous conçoivent le développement pour nous. Alors, mais cette décision donc est à saluer, cette décision de ces pays de transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense comme ce que Hussein vient de dire. C'est vraiment salutaire, parce que je suis dans cette dynamique que vraiment les choses doivent changer. Et quand je dis les choses doivent changer, pour ces 3 pays, les choses doivent changer et la population doit sentir quand même qu'il y a un changement. Oui. Et dans ces changements, c'est bien d'aller vérifier les conventions qui aujourd'hui n'arrangent pas ces 3 pays. Ça veut dire tout simplement que s'il y a encore d'autres conventions qui peuvent être encore annulées, que ces conventions soient annulées pour le bonheur de ces populations-là. Parce qu'on en a trop donné, on en a trop patienté et ils nous ont, en tout cas, ils nous ont soutiré beaucoup de nos richesses. Et aujourd'hui, regarde à tel point où comment est-ce que ces populations, aujourd'hui, les populations du Sahel vivent. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous n'avons pas les richesses. Nous avons les richesses, mais c'est la manière dont nous, on nous donne ces richesses-là. On nous exploite et on nous donne un petit, des miettes. Pour que, mais est-ce que ces miettes-là, aujourd'hui, ça a permis de développer les pays? Ça n'a pas permis de développer les pays. Alors, et je pense que c'est bon. Oui, Arimi, un mot sur cette décision de ces pays de mettre fin à cette convention fiscale de non-double imposition qui les lie à la France. Oui, tout à fait. Moi, à mon avis, cette question mérite d'ailleurs plus d'éclaircissement. Voilà.
qu'une interprétation faite par nous autres journalistes non spécialisés en matière de fiscalité. On pourrait essayer, par exemple, en 1 an, en 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que les entreprises françaises qui sont au Niger ont versé à leur État en termes d'impôts, parce qu'il y avait cet accord-là, et qu'est-ce que le Niger a reçu des entreprises installées par des Nigériens en France. Voilà, parce que vous savez, c'est beaucoup d'accords qui lient, les gens citent surtout les 11 accords, n'est-ce pas, qui lient l'Afrique, en fait les pays africains colonisés par la France, à la France. Et souvent, c'est malheureusement vraiment des partages léonais qui n'arrangent en aucun cas les pays. Donc que ça soit dénoncé, je crois que c'est la bienvenue, c'est une très bonne chose pour nous, n'est-ce pas, quitte à renégocier des choses. Mais après cette dénonciation, qu'est-ce qui Mais écoutez, il n'y a pas un vide qui se crée. Ça veut dire tout simplement que les entreprises françaises installées au Niger vont désormais payer au Niger, et les entreprises nigériennes installées en France vont payer à la France. Et c'est sûr que c'est nous qui gagnons. D'accord. Oui, rapidement pour clôturer ce chapitre. Oui. Même que leur salaire là, ça soit en francs CFA. Parce que les expatriés qui sont ici ne sont pas payés sur la base du franc CFA, mais c'est en euros. Arimi, rapidement, nous allons clôturer. Normalement, parlant des expatriés, normalement, il y a ce qu'on appelle l'UTS, qu'on paye nous autres fonctionnaires nigériens. Mais tout laisse croire que les expatriés qui sont au Niger payent leurs impôts. En fait, leurs salaires sont payés chez eux. C'est-à-dire versés dans un compte qui est créé à leur nom, dans leur propre pays. Avec leur carte aujourd'hui, ils peuvent tirer des petites choses, mais l'essentiel de leur argent est versé là-bas. Pour ne pas citer, on peut parler quand même de beaucoup d'organisations, sans compter les ONG et les humanitaires, mais on peut compter quand même, comme Ousseini l'a dit, Satom, Orano, et souvent, c'est tellement flou que Orano, par exemple, c'est créé. Est-ce que c'est juste c'est une multinationale ou c'est une entreprise française enregistrée en France? C'est certainement le cas. Mais s'ils doivent nous verser, c'est beaucoup d'argent qu'ils doivent nous verser. Surtout qu'il s'agit quand même de biens extraits de notre sous-sol. Moi, je pense que il faut le dénoncer. Les gens le connaissent en réalité. Et c'est fait, vous savez, comme Ousseini l'a dit, notre indépendance, c'est peut-être le lieu de le dire, a été acquise quand même dans des conditions qu'on connaît. Ceux qui dénonçaient la France, ce n'est pas eux qui ont eu le pouvoir dans c'est un premier pas avec cette dénonciation, et le temps nous en dira plus sur la suite de cette situation. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU COP28 se tient depuis le 30 novembre à Dubaï. Cette rencontre vise à résoudre la crise climatique en s'accordant sur les moyens de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'opérationnalisation du fonds de financement des pertes et dommages et le transfert des technologies sont les principales attentes de l'Afrique de cette COP selon les acteurs de l'environnement. Je vous propose d'écouter Sani Ayuba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Niger. Pour notre continent, le plus important, c'est la question des pertes et dommages causés par le changement climatique. L'année dernière, à la COP 27 en Égypte, nous avons obtenu un accord sur la mise en place d'un fonds dédié au financement des pertes et dommages. Donc, l'enjeu principal à cette COP, c'est de pouvoir déterminer clairement les mécanismes visant son opérationnalisation, puisque c'est un fonds d'urgence, on ne peut pas attendre encore plus longtemps
continuer à négocier. Maintenant, l'autre question importante, c'est la question du transfert des technologies. Aujourd'hui, l'Afrique mérite le développement. L'Afrique a des matières premières. Si on n'aide pas l'Afrique à se développer d'une manière sobre en carbone, en transférant les technologies, l'Afrique peut être tentée aussi d'emprunter le même chemin qui nous a conduit vers ces changements climatiques, c'est-à-dire l'utilisation abusive des énergies fossiles. C'est-à-dire que l'engagement qui a été pris par les patients en termes financiers, qui n'est toujours pas respecté, c'est les 100 milliards de dollars par an à partir de 2019 qui n'est pas respecté. Il faudrait que à cette COP qu'on ait de la mobilisation, que ça ne soit pas une COP de plus aussi en termes d'engagement. Selon vous, qu'est-ce qui a jusqu'à aujourd'hui bloqué ces financements pour mettre en œuvre les accords de Paris? Je pense que c'est une question premièrement de volonté politique, parce qu'aujourd'hui, quand ça soit les sociétés civiles au niveau mondial, africaines, européennes, asiatiques, américaines, se sont tous mobilisés pour dire qu'il est important qu'il y ait ce respect des engagements en termes de financement. La science aussi a parlé, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a sonné l'alarme pour dire que si rien n'est fait, nous tendons vers un point de non-retour. Alors, nous revenons dans ce studio. Ousseini Issa, vous venez d'écouter Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Niger. Quelle réaction après écoute avec la question des financements pour l'accord de Paris qui n'est toujours pas effectif? Quelle est votre réaction? D'abord, moi, cette rencontre-là, périodique, je considère que c'est un cirque. C'est-à-dire? C'est un véritable cirque où c'est les grands qui viennent, qui ont le pouvoir de décision. C'est quand même tous nos pays qui vont... de l'environnement qui est abordée autour de ces assises, oui. Qui pollue? Qu'est-ce que nous polluons, nous? Ils sont les grands pollueurs. C'est eux qui ont les industries, les énergies fossiles, c'est ça qu'ils ont utilisé pour se développer. Aujourd'hui, ils viennent, ils font la fixation sur des pays pauvres comme les nôtres. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'en matière même d'exploitation des énergies fossiles, on est à quel niveau? Eux, ils ont passé depuis le 19e siècle, ils étaient dans les énergies fossiles pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, ils ont pollué à l'extrême. Et on réunit tout le monde, on dit, mais c'est les grands qui décident là-bas. J'ai couvert au moins 3 COP, dont un à Durban, en Afrique du Sud. Et j'ai vu comment les choses se passent. Où c'est les grands là qui décident en dernier ressort. Ils prennent des engagements par rapport au financement et tout, l'accompagnement. Mais malheureusement, ils ne vont jamais respecter. C'est juste un c'est pour ça que... Et à la date d'aujourd'hui, ils déplorent cette question de financement. Il faut que les gens cessent de se faire, comment dire, de se bercer d'illusions pour penser qu'on va trouver. Ils vont trouver des accords, les gens vont, les médias vont acclamer, il y a eu accord sur ceci, il y a eu accord sur... Ils ne vont jamais respecter. Parce que personne ne va vouloir ralentir ces activités industrielles, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore, nous ne polluons pas grand-chose. On devait nous rembourser, c'est-à-dire le fonds carbone et tout, mais malheureusement, ils annoncent, mais ça ne vient jamais. Et malheureusement, c'est l'Afrique, particulièrement le Niger, où le secteur agricole même est confronté à d'énormes défis. C'est les bouches de vache là. Il faut élever l'élevage et machin, des choses comme ça. Mais depuis quand? Moi, j'ai dit une chose, il faut qu'on cherche ce qu'on veut en Afrique. Il faut qu'on cherche ce qu'on veut. Le développement là passe par l'industrialisation. Il ne faut pas se faire d'illusions. Eux, ils se sont développés grâce à l'industrialisation. Nous avons les terres, nous avons les matières premières, nous avons tout. Quelqu'un ne va pas me réunir dans une salle pour me dire, alors qu'en même temps, ils nous empêchent d'aller chez eux chercher l'argent. Ils mettent des barrières. Que les migrants qui vont là-bas, ils vont... Mais alors, qui a créé cette situation? Est-ce qu'il y a le transfert de technologie dans nos pays? Non, il n'y en a pas, malheureusement. Ils disent aux gens, restez chez vous, ils ne mettent pas. Et même nos politiques, c'est eux qui dictent les politiques qu'on doit mener. Politique agricole, politique, comment dire, en matière d'industrie, politique en matière d'élevage. C'est eux qui dictent. Alors, à partir de cet instant-là, comment on peut se développer? C'est pour ça, c'est pour nous maintenir dans une situation de pauvreté permanente. Et on est dedans. Et tant qu'on ne va pas combattre, dans tous les cas, la planète là, ça éclate là, ça éclate avec tout le monde. Justement, au cours de cette COP28, la déclaration sur l'agriculture, l'alimentation et l'action climatique a été adoptée vendredi 1er décembre par 134 États à la COP28. Mais à ce jour, selon l'envoyé spécial de la Fondation Hirondelle, il n'y a toujours pas de consensus autour du processus de mise en œuvre, indiquent des négociateurs maliens. Alors vous, Maïmouna, est-ce que vous pensez que d'ici la fin de ces assises, l'on pourrait trouver un consensus
pour le bonheur des agriculteurs. Est-ce qu'on pourrait trouver un consensus, puisque si le consensus devrait prévaloir, c'est justement le début de cette rencontre même qui devrait l'annoncer. Mais déjà, si le début de cette rencontre, les gens n'arrivent pas à être sur les mêmes points, être d'accord sur certains points, moi, je pense que ça serait un peu difficile, hein? Mais on souhaite quand même qu'il y ait le consensus. Mais je vois que ça ne pourrait pas se faire, Nafisa. Même si ça se fait, ça sera sur papier et ça ne serait pas exécuté. C'est ça aussi le problème. Alors vous, Arimi, avec aujourd'hui tous ces impacts liés au dérèglement climatique, on sait que la pénurie d'eau, la dégradation des sols, les hausses des températures qui sont en quelques-unes de ces conséquences de l'impact du changement climatique, avec tous ces accords, tous ces engagements qui sont pris et qui ne sont pas effectifs. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour y faire face? Moi, je pense que cette histoire, les gens ne sont pas sincères. On veut une chose et son contraire. Le monsieur qui a été le plus correct en la matière, à mon avis, je suis désolé, mais c'est Donald Trump, qui n'était pas d'accord que lui, il s'est retiré vraiment de ces accords-là et tout. Parce que ceux qui ont causé, on le sait, et malheureusement, le réchauffement climatique, c'est une triste réalité. Et il n'y a que ce qui est envisagé jusque-là, c'est-à-dire vraiment l'utilisation, la non-utilisation, je dirais, des énergies fossiles, n'est-ce pas, qui pourrait réduire vraiment l'émission de gaz à effet de serre et un peu soulager malheureusement beaucoup de nos pays. À cause de notre peuple, le Niger fait partie des pays les plus impactés, les plus touchés et les plus à risque. Parce que on en manque de l'eau déjà, et le manque d'eau, le réchauffement, la chaleur qu'on vit ces dernières années, les pluies qui s'arrêtent précocement. Mais aussi au cours de cette rencontre, j'ai entendu pour cette année que par exemple l'augmentation de 1,5 degré d'ici 2030, c'est inévitable. Ok. Et donc malheureusement, qu'est-ce qu'on demande? Ne pas utiliser, ne pas vendre de l'énergie fossile. Autrement, c'est changer aujourd'hui, je ne sais pas, la structure actuelle du monde, n'est-ce pas? Le pays là où s'organise le COP cette année, 28, oui, l'Arabie Saoudite, les plus riches de ce monde aujourd'hui, ils arrêtent, ils sont pires que nous. Il faut voir ces pays-là avant qu'ils ne commencent à produire le pétrole. Nous, on produit un tout petit peu, on va passer maintenant, on dit à 110 000 barils par jour, et les gens sont contents. Mais aujourd'hui, eux, ils sont à des millions de barils par jour. Donc c'est largement, oui. Ok. Et personne ne veut réduire son train de vie, sa production actuelle, parce que ça va impacter son train de vie, les conditions de vie de sa population et tout. Et en même temps, on veut que des gens changent. Du coup, c'est des pays de ce point de vue-là insignifiants comme le nôtre. Vous avez, oui, du pétrole, mais utilisez le solaire, mais c'est ce qu'on veut. Donc, autrement dit, il y a de l'hypocrisie au niveau international sur cet aspect-là. Et j'espère que c'est encore les effets sur les pays les plus développés qui va amener à réagir concrètement. Parce que un moment, on dit, bon, il faut donner de l'argent aux pays comme les nôtres pour lutter contre ça. D'abord, ça ne va pas servir à grand-chose, parce que ce n'est pas nous qui polluons le monde. Ceux qui polluent vont continuer à polluer. Aujourd'hui encore, on sait que désormais, les pays comme les grands pays producteurs de pétrole et de charbon d'ailleurs ne sont plus d'accord. Parce que ce qu'on leur propose, il n'y a rien. C'est-à-dire, en retour, ils n'ont rien et ils ne peuvent pas accepter. C'est comme s'ils renoncent à leurs conditions de vie parmi les meilleures du monde actuellement pour que nous, les autres aussi, tout le monde. Mais c'est impossible en fait. Et donc, il n'y a que la nature qui va trancher, à mon avis. Le dialogue, là, cette fois, en fait, c'est comme l'a dit. La COP se poursuit donc jusqu'au décembre prochain et l'on espère que des décisions favorables seront prises pour favoriser la résilience. Vous êtes pessimiste, Ousseini, vous êtes pessimiste. À la COP 17
à Durban. Il y a eu des décisions qui ont été prises. À cet instant où je parle, ces décisions n'ont pas été mises en œuvre. COP 17, on souhaite un changement aujourd'hui. COP 28 aujourd'hui. Alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on vient, on se réunit, on discute, chacun vient, il s'est tiré jusqu'à 2h du matin dans une salle, les grands patrons viennent, les industriels et tout, et après les gens se séparent. On va aller voir, on a avancé. Rien qu'hier, le secrétaire au climat de l'ONU même a alerté ou bien a prévenu les différents membres, les différents participants de cette COP qu'il ne s'agit pas des questions politiques, mais des engagements concrets à être pris au cours de ces assises. Oui. Je crois que ce n'est pas jouable, sincèrement. C'est-à-dire des questions comme débourser un peu de miettes pour des pays pauvres, pour qu'ils ne soient pas, parce qu'ils ne sont pas responsables, donc qu'ils soient moins impactés. Peut-être que ça, c'est des choses qu'ils peuvent envisager. D'accord. Mais tout le reste, sincèrement, pour l'instant, les gens n'ont pas suffisamment chaud pour que... Merci à vous. Dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi 8 décembre 2023. Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur les genres ont commencé depuis le 25 novembre dans tout le monde. Une campagne internationale annuelle qui se tient à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dure jusqu'au 10 décembre, soit lors de la journée des droits de la personne. Selon Hajia Kadi, membre de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kongafen, la dénonciation est un facteur très important de la prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Niger. Les femmes et les filles ne doivent plus se taire face à une violence basée sur le genre. Mais Mouna, qu'en pensez-vous? Je pense que elle a parfaitement raison. Parce que plus on ne dénonce pas, ces filles ou bien ces femmes qui sont violentées ne dénoncent pas, plus ça empire. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Niger, cette violence est une réalité aujourd'hui? C'est une réalité. Même si on ne veut pas le dire, il faut le dire. Parce que tout simplement, c'est une réalité, mais ce sont les pesanteurs sociaux, culturels qui font ombrage à cette dénonciation. La fille comme la femme, peut-être, elles subissent des violences. Elles subissent des formes de violence et de harcèlement surtout. Et quand on regarde aujourd'hui, nulle d'entre elles n'est épargnée. Ça peut être dans le milieu scolaire, ça peut être dans les services, travail, oui. Ça peut être partout. En tout cas, ces violences-là existent. Ça peut être même dans la rue, les violences-là existent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à ces femmes, à ces filles de dénoncer? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre et pour pouvoir sensibiliser davantage les femmes et les filles. Et je me dis que c'est parce que tout simplement ici au Niger, si ça traîne les dénonciations, c'est parce qu'il y a, cette situation de pesanteur socio-culturelle et il y a également la société. Aujourd'hui, il ne faut pas, en tout cas, esquiver. Nous avons une population où on parle de 90% musulmans. Donc, ça serait très difficile parce que même si nous savons que ces filles sont violentées, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, il y a des femmes qui ne croient pas à cette violence de la femme. Surtout quand il s'agit de ces violences conjugales, parce qu'il y en a aussi ces violences jusque dans le foyer. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue. Et je pense que l'accent devrait être mis surtout sur la sensibilisation des parents, la sensibilisation des maris, la sensibilisation des frères, des hommes, de tout le monde, pour que il y ait un sursaut de patriotisme autour de cette menace. Il faut plus de sensibilisation autour de cette... Surtout, je voudrais ajouter qu'il y a l'insécurité. Nous sommes aujourd'hui face à cette insécurité. Mais quand on regarde seulement l'insécurité, mais qu'est-ce qui se passe derrière cette insécurité? Parce que ce sont des femmes, ce sont des filles qui sont exploitées. Ce sont aujourd'hui des filles qui sont enrôlées non pas par... leur plaisir, mais qui sont enrôlés dans ces groupes terroristes-là. Excusez-moi, mais aujourd'hui également, ce sont ces femmes-là que les terroristes ramènent
pour pouvoir porter des explosifs pour se faire exploser. Aujourd'hui également, il faut regarder, nous avons des travailleuses qui sont dans ces zones d'insécurité-là. Comment se fait leur protection? C'est ça aussi. Il faut plus de sensibilisation selon Memouna, mais il faudrait également des voies de recours. Est-ce que selon vous, elles en existent beaucoup ici au Niger et qu'elles sont efficaces selon vous aussi? Les voies de recours, c'est la justice. Oui. Moi, je pense. Mais le problème véritable, c'est que, en fait, c'est un drame silencieux. C'est-à-dire, les gens suivent. Oui. Les gens subissent, les femmes, les enfants, ils subissent. Mais comme il y a le poids de la religion, les présenteurs socio-culturels, on pense que tu ne dois pas sortir pour exposer ça publiquement. Voilà. Et ça nuit à ces dernières. Voilà. Parce que même quand vous allez vers la justice, c'est qu'après, quand les gens, l'environnement, l'entourage va apprendre, vous avez entendu une telle a dénoncé elle a convoqué son mari, et on a sanctionné son mari. Ce n'est pas une bonne femme, celle-là. Des choses comme ça. Alors que la violence, ça peut conduire à la mort. Surtout quand même la violence psychologique, ça joue sur la personne. À plus forte raison, la violence physique. Alors, quand il n'y a pas de sanction, il faut faire la sensibilisation. Mais malgré tout, parce qu'on est dans un l'environnement, parce que c'est une mauvaise interprétation de l'islam. C'est une très mauvaise interprétation. Les gens se cachent derrière l'islam pour perpétrer ce genre d'actes-là. Parce que l'islam proscrit toute forme de violence, n'est-ce pas? Mais alors, malheureusement, on est dans un environnement avec des marabouts incultes, ignorants souvent, qui font des prêches pour dire voilà. Alors que non, il faut aller, parce que dans tous les cas, c'est un être humain comme toi. Vraiment. L'enfant qui est là, la fille, c'est pas parce que c'est une fille qu'il faut la faire subir des atrocités. C'est pas parce que c'est une femme qu'il faut penser qu'on a un machin sur elle. Moi, je dis, toutes ces questions-là, c'est des questions qui doivent plus être tabous. On doit pouvoir briser ces tabous-là et créer les conditions pour que les gens sentent qu'il y a quand même un être humain. C'est un être humain, c'est la même vie. C'est le même corps là. Quand ça se blesse, ça se déchire, il y a le sang qui sort. Arimi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on pourrait vraiment arriver à prévenir ces violences basées sur le genre dans notre pays? Moi, ou bien à les éradiquer même? C'est d'abord les 15 jours, c'est ça? 16 jours d'activisme. Je sais que c'est quelque chose qui marche dans les ONG. Oui. Beaucoup d'ONG qui sont investies dans la défense. Voilà. Mais ce n'est pas bien connu. Moi, je pense que la sensibilisation, la communication autour de ces 16 jours, parce que c'est énorme, et je pense qu'on peut toucher, généralement c'est une journée. On peut toucher beaucoup de monde. Et je ne vois pas ce qui est fait à l'endroit du monde rural, par exemple. Voilà. Parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de... C'est là-bas d'abord. Ok. Cela, je ne le vois pas. Mais aussi, les gens, en fait, je pense qu'on doit avoir un état de lieu. N'est-ce pas? Quels sont les formes de violence les plus répandues chez nous, n'est-ce pas? Pourquoi c'est des violences? Pourquoi c'est répandu? Et comment lutter contre ça? C'est donc à ce genre d'activité que ces ONG doivent s'y mettre. Justement. Moi, j'ai vu quelque chose qui marche très bien, que j'ai vu sur une chaîne, je dirais internationale actuellement, en Hausa, qui marche bien, vraiment. On fait contribuer beaucoup de jeunes filles du village, des zones rurales, des spots de sensibilisation. Je crois qu'on doit passer par là et toucher vraiment le plus de monde possible. Et on oublie chez nous, généralement, on considère que c'est une histoire de femmes. Nous, on est des fils, on est des papas, n'est-ce pas? On est des frères. Et chacun a des femmes chez lui. Parce que personne n'accepte de faire qu'on fasse violence aux siennes, voilà, mais il veut faire la violence sur l'autre. Donc, aussi la violence faite des femmes contre les femmes, ça aussi, c'est des choses aussi à envisager et à lutter contre. C'est une triste réalité, n'est-ce pas? Ailleurs, aujourd'hui, les gens sont à MeToo. Nous, dénoncer, parler de ce qui nous arrive, même nous les hommes, on a des problèmes encore, à plus forte raison nos femmes. Donc c'est des choses vraiment, il faut éduquer nos filles à aller dans ce sens-là. Et ça doit aller, moi je pense,
je crois beaucoup à la sensibilisation à l'école. Et surtout, à l'école primaire notamment ou au collège. Ce sont celles-là et ceux-là qui doivent grandir avec ces idées-là, à mon avis, et ça peut passer, surtout à mon avis. Surtout la dénonciation dont parlait justement, la dame. Justement. Donc vraiment, voilà. Oui, rapidement, le temps, on est à la fin. Ousseini, rapidement. Moi, je donne juste un exemple qui a marché. Je prends le cas Sankara. Il a fait de ça une affaire politique. Ouais, c'est une question, c'est une volonté n'est-ce pas? politique, Il a fait de ça une affaire politique. Volonté politique où il y a un jour, les hommes vont au marché. Par exemple. Tu vas aller acheter et le jour là, c'est toi qui prépares à manger. Alors, ça a impacté, y compris dans les villages, parce qu'il y a une sensibilisation autour de ça et c'est devenu un point d'honneur pour lui. Alors, quand il n'y a pas ces gens, on dit, bon, c'est juste ces jours-là, les gens, les ONG, ils vont dans des petits coins, ils vont avec des financements, machin. Après, quand c'est fini, il faut encore l'année prochaine. Ça ne peut pas marcher. Il faut instituer des choses comme ça. Par exemple, quand on parle de la journée nationale de la femme, ou la journée du 8 mars, la journée internationale, c'est juste à l'occasion de cette journée, on va voir avec des tenues, des pagnes qu'on va confectionner. Merci Ousseini. Merci. Il faudrait donc que l'accent soit mis sur la sensibilisation pour lutter efficacement contre ces violences basées sur le genre. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 8 décembre 2023. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa, journaliste indépendant. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, vous suivrez les forums en Hausa et Zarma. La technique est assurée par Mustafa Yuba, la régie vidéo Seni Saka. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.